Information, Recherche, Rétinite pigmentaire organise ses 37e rencontres nationales ici à Montpellier pour la première fois. 7e conférence, Magali Taïl, directrice médicale GenSight Biologics. Développement de thérapie génique dans la rétinite pigmentaire et la neuropathie optique héréditaire de Lieber. Merci beaucoup Serge pour cette introduction. Et avant tout, je voudrais remercier Madame Dumas et les organisateurs de cette conférence pour nous permettre de présenter un peu ce que fait GenSight Biologics. Et ça a été effectivement dans les actualités récemment, en particulier les travaux en optogénétique. Alors juste pour rapidement me présenter, moi je m'occupe en fait de tout le développement préclinique et clinique au sein de GenSight, qui est une biotech. Et juste pour répondre à la question qui était, je crois qu'il y avait une question, les universitaires, pourquoi ils ne développent pas ensuite, ils ne font pas le développement préclinique, clinique. Je pense que les métiers sont complémentaires et assez différents. Et les chercheurs, on va dire plus académiques, vont trouver les produits à développer et sont à l'origine de la recherche qui est parfois très fondamentale, très technique, très poussée. Et ensuite, quand le produit, on va dire, et on pense qu'il peut être développé en préclinique et clinique, c'est d'autres métiers et qui sont en règle générale pris en charge par des compagnies, des biotech. Donc il n'y a pas du tout de compétition, mais il y a plutôt une mise en commun d'expertises différentes. Et l'exemple de l'optogénétique, c'est vraiment un exemple de réussite et de partenariat vraiment public-privé. Alors GenSight est basé à Paris. On a aujourd'hui donc deux plateformes technologiques et je tiens à ce terme plateforme parce que chaque plateforme va permettre de traiter des groupes de maladies et pas seulement une maladie. Donc on a une plateforme qui est sur Donc déjà on est une compagnie de thérapie génique. Donc on développe en ophtalmologie pour des maladies cécitantes. Et on a donc une plateforme technologique qui est sur les maladies génétiques mitochondriales. Et ça avait été abordé ce matin par quelqu'un. Effectivement, on a un produit en développement qui est très avancé et qui permet de corriger en fait des mutations mitochondriales. Donc là, on est sur une thérapie qui est ciblée sur des mutations, puisqu'on avait parlé de thérapie agnostique ce matin avec Denis. Donc là, c'est une thérapie ciblée sur une mutation spécifique. Et on a un autre programme qui est sur l'optogénétique, où là, le traitement, il est indépendant de la mutation. Et on a un développement en ce moment sur la rétinite pigmentaire. Et à nouveau, très important, c'est indépendant de la mutation en cause, la mutation causale de la rétinite pigmentaire. Avec la souris. Alors, juste très rapidement, le traitement pour les mutations génétiques sur l'ADN mitochondrial, donc qui est une thérapie génique qui s'appelle Lumivoq, est en phase vraiment très avancée de développement. Donc on a ce qu'on appelle les phases pivot, les phases 3, deux phases 3 qui ont été faites. Donc les phases pivot, les phases les plus tardives de développement, c'est les phases qui vont évaluer l'efficacité du produit tout en regardant la tolérance, mais le premier objectif, c'est l'efficacité. On a deux phases 3 qui sont complétées et on a déjà soumis notre dossier pour un enregistrement européen. On attend les résultats de l'agence européenne l'année prochaine pour avoir un produit de thérapie génique commercialisé. Donc si l'agence européenne approuve ce produit, ça sera le deuxième traitement de thérapie génique dans une maladie ophtalmologique, après donc Luxturna. Et on a donc un traitement par optogénétique qui s'appelle GS30, et on va revenir en détail sur ce traitement.
Là, on est en phase précoce de développement, ça veut dire, et ça a été souligné ce matin à juste titre, on est dans une étude de phase 1-2 qui s'appelle Pionnier. C'est une étude, c'est la première étude chez l'homme. Donc l'objectif principal de cette étude, c'est la tolérance du produit, mais c'est également l'efficacité, puisqu'on traite des patients et on veut avoir un bénéfice chez ces patients. Et on regarde aussi le bénéfice pour pouvoir ensuite avancer et aller vers une phase pivot d'efficacité. Donc juste si j'insiste peut-être sur la partie du bas, puisque la partie du haut, donc c'est Lumevoq traitement dans les maladies mitochondriales et dans la neuropathie optique héréditaire de Leber. C'est ciblé sur une mutation, on en a parlé également ce matin. En dessous, vous avez toutes les étapes du développement dans la rétinite pigmentaire ou rétinopathie pigmentaire. Donc on a eu un certain nombre de patients qui ont été traités dans notre première étude qui s'appelle Pionnier. On a publié récemment avec tous les investigateurs qui ont participé, tous les chercheurs qui ont participé à ce projet d'optogénétique, on a publié récemment un patient qui a démontré des signes d'efficacité, on va revenir là-dessus. Donc la publication est sortie, je crois, le 24 mai, donc c'était vraiment un timing sûrement anticipé par Madame Dumas qui savait qu'on avait notre publication le 24 mai et qui donc a bien prévu le congrès aujourd'hui, donc c'est parfait. On va évidemment recueillir d'autres données dans notre étude qu'on essaiera de publier en fin d'année. Et la première étude se terminera en fait en fin 2022 puisqu'il faut quand même 1 an de suivi pour tous les patients. Alors, l'idée, c'est de développer dans la rétinite pigmentaire, on va insister là-dessus aujourd'hui, mais c'est également un traitement potentiel dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge de type sèche. On en a parlé ce matin avec le patch, mais on peut avoir aussi un traitement optogénétique dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge de type sèche, et ça, on développera en parallèle de la rétinite pigmentaire, c'est prévu. Alors, je voudrais insister à nouveau sur un peu la genèse de l'optogénétique et comment ça s'est passé. Alors, je ne fais que rapporter un historique qu'on m'a décrit, mais qui me paraît extrêmement important. C'est déjà une recherche à l'origine qui est universitaire, qui est académique. C'est parti de chez le docteur Gauton Roska à Bâle, qui avait cette idée de thérapie d'optogénétique au niveau de l'œil. Et suite à la collaboration avec José Sahel, qui a dit que c'était une excellente idée, et ensuite Serge, et ensuite Denise, et tous les acteurs qui ont participé à développer l'optogénétique pour une maladie ophtalmo, le professeur José Sahel a fondé avec Bernard Gilly GenSight Biologics. Donc en 2016, comme le disait Serge, le vecteur a été défini pour la thérapie génique, avait été développé par Denise. On savait également quelle protéine on allait utiliser, et je vais revenir un petit peu sur le mécanisme d'action. Et puis on avait aussi une idée du développement des lunettes qui s'est fait beaucoup au niveau de GenSight. Donc GenSight Biologics a été fondé avec un académique, ce professeur Sahel, et un chercheur aussi, mais qui s'orientait plus sur le développement de sociétés de biotechnologie, Bernard Gilly, qui est donc notre président au sein de GenSight. Donc voilà un petit peu l'histoire, comment tout ça a débuté. Et donc en 2016, quand on avait défini quelle thérapie génique on allait utiliser et quel matériel en termes de lunettes on allait utiliser, on a commencé le développement préclinique et ensuite clinique. Alors c'est quoi l'optogénétique? Je pense que Serge l'a très bien expliqué. L'idée, c'est d'utiliser des cellules saines dans le cadre de la rétinite pigmentaire et de leur donner une protéine via thérapie génique, de leur donner une protéine, ce qu'on appelle une transfection par la thérapie génique, afin qu'elles prennent le rôle des photorécepteurs
quand elles sont stimulées par une certaine source de lumière. Vous l'avez compris, et je pense que ça a été rappelé ce matin par Denise quand elle a parlé de Supervision, il y avait plusieurs stades sur la rétinopathie pigmentaire, et plusieurs stades en termes d'un début d'une rétinopathie pigmentaire débutante, modérée, et plus à un stade plus avancé. Là, l'optogénétique, c'est vraiment pour un stade avancé de la maladie, quand il n'y a plus de photorécepteurs et on ne peut plus utiliser les photorécepteurs restants pour soit les régénérer, soit les stimuler. Ils n'existent plus. Donc en quelque sorte, ce qu'on fait, c'est qu'on chante, si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, peut-être pas. On chante, vous voyez le schéma, vous avez les cellules ganglionnaires, ensuite un certain nombre de couches cellulaires et les photorécepteurs. Donc la rétine interne, ce sont les cellules ganglionnaires, elles sont représentées en bleu. L'idée, comme il n'y a plus les photorécepteurs, donc il n'y a plus les photorécepteurs pour capter le signal visuel, c'est de stimuler ces cellules ganglionnaires qui sont relativement saines dans la rétinite pigmentaire, de les stimuler après les avoir, on va dire, programmées pour réagir comme des photorécepteurs. Et comment on les programme pour réagir comme des photorécepteurs? C'est via la thérapie génique. La thérapie génique qui est injectée en intravitréen via des injections intravitréennes, donc c'est pas du tout invasif, puisque on veut cibler les cellules ganglionnaires qui sont la partie interne de la rétine et qui sont exposées quand on fait une injection intravitréenne. Donc la voie d'administration de la thérapie génique est très simple, une injection intravitréenne. Que va-t-il se passer après? Les cellules ganglionnaires, donc celles qui sont saines, même dans les rétinites pigmentaires évoluées, les cellules ganglionnaires vont être transfectées par la thérapie génique et vont exprimer une protéine photosensible à une certaine source lumineuse. Et ensuite, grâce au matériel médical et à ces lunettes, on projette cette source lumineuse au niveau des cellules ganglionnaires qui vont remplacer les photorécepteurs qui n'existent plus. Et donc les cellules ganglionnaires vont analyser le signal visuel qui va être transmis au cerveau. Le cerveau va l'interpréter et ça va permettre à la personne d'avoir une perception visuelle qui va être différente de sa perception visuelle antérieure, mais une perception visuelle. Donc ça a l'air un petit peu complexe comme ça, mais c'est un principe de l'optogénétique, et jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas si ça pouvait marcher chez l'homme. En gros, c'est utiliser des cellules, les stimuler avec une lumière, et leur donner une certaine fonction. Et dans le cadre de la rétinite pigmentaire, c'est utiliser des cellules saines, les cellules ganglionnaires, qui vont prendre la place et avoir le rôle des photorécepteurs qui ne sont plus là. Alors je vous le disais, on est en phase vraiment précoce en termes de développement. C'est la première étude chez l'homme. Donc ce sont des études qui sont assez classiques et très régulées par les instances réglementaires. Donc là, au total, il y a 18 patients qui sont prévus dans cette étude, donc c'est peu de patients. On a déjà 9 patients qui ont été inclus, et vous avez des niveaux de dose. Donc on commence par une dose basse. Ensuite, il y a un comité indépendant qui se réunit d'experts et qui dit est-ce qu'on peut augmenter sur une dose un peu plus haute? Là, ils ont dit oui pour la cohorte 2. On traite la cohorte 2, donc la dose intermédiaire. Ensuite, on demande la permission, est-ce qu'on peut augmenter la dose la plus haute, cohorte 3? Ils ont dit oui, parce que la tolérance du produit est très bonne. On a très peu d'inflammation intraoculaire. Le principal effet secondaire de la thérapie génique, c'est une inflammation intraoculaire. Et avec la thérapie génique de GS30, l'inflammation, elle est vraiment minime et elle répond à un traitement corticoïde par goutte. On a une très bonne tolérance du produit. Donc là, 9 patients ont été inclus. On va encore inclure 9 patients supplémentaires. Et il y a 3 centres donc, qui participent à cette étude clinique. Donc on a les 15-20
avec l'investigateur principal, c'est donc Isabelle Odo. On a un centre aux États-Unis, Pittsburgh. L'investigateur principal est le docteur Martel. Et puis on a un centre à Londres, à Moorfield. Et c'est le docteur Espostil, l'investigateur principal. Donc c'est une petite étude, peu de centres, et des centres investigateurs très experts, évidemment, dans le domaine. Alors donc, fin mai, on a pu publier les résultats chez un patient qui a vraiment une efficacité du traitement par optogénétique. Alors pourquoi un seul patient? Parce qu'on a été... l'étude a été, les patients évidemment ont été très impactés par les problèmes de Covid et n'ont pas pu revenir au niveau des centres parce que les centres étaient fermés, donc on n'a pas toutes les données qu'on aurait pu espérer. Maintenant, la situation est en train de revenir à peu près à la normale, donc on devrait avoir plus de données en fin d'année. En tout cas, aujourd'hui, on a pu publier les données de suivi d'un patient sur 1 an. Donc, déjà, ce qu'il faut intégrer, c'est que c'est la première fois qu'un traitement, une thérapie optogénétique montre que ça marche chez l'homme. Donc même si c'est un seul patient, c'est la première fois qu'on voit une efficacité chez l'homme. Donc c'est extrêmement important. Et le patient est en train de devenir un petit peu un chercheur parce qu'il nous explique exactement ce qu'il voit. Et c'est tout à fait étonnant. Et il y a une petite interview du patient que je vais passer parce que c'est vraiment lui qui l'exprime très très bien. Donc c'est un patient de 58 ans, donc jeune, qui a été traité par optogénétique, thérapie génique et les lunettes, qui a commencé, alors on ne commence pas l'entraînement avec les lunettes trop tôt parce qu'il faut que la thérapie génique ait un effet. Donc il a commencé un entraînement avec les lunettes 2-3 mois après l'injection, et à peu près 6-7 mois après l'injection, il a commencé à voir des choses. Et c'est quelqu'un qui voyait seulement la lumière avant d'entrer dans l'étude. Ça fait plusieurs années qu'il est comme ça. Et 7 mois environ, il a pu commencer avec les lunettes et donc le traitement par thérapie génique, à voir des objets sur une table, à voir un petit flacon hydroalcoolique sur une table blanche. Il a commencé à voir également les zébras sur les passages piétons. Donc vraiment une amélioration tout à fait extraordinaire pour lui qui avait malheureusement un peu laissé tomber en se disant de toute façon il faut que je vive comme ça et c'est tout. Donc je vais essayer si la technologie marche. Alors attendez, juste une chose importante, on a aussi enregistré l'activité du cortex visuel en même temps des tests. C'est un électroencéphalogramme, c'est absolument pas invasif. Et on a vraiment montré qu'il y avait une réactivation de l'activité au niveau du cortex visuel quand il percevait en fait les objets. C'est important également, c'est un signe très objectif. Alors oui, juste les prochaines étapes, je l'ai déjà dit, plus de données avec d'autres patients. On espère les voir revenir rapidement au niveau des centres. Publier tout ce qu'on peut publier pour faire partager avec vous et avec la communauté scientifique, et aussi préparer pour la phase pivot. Donc il faut préparer, on est en train de travailler avec nos partenaires Streetlab sur un test de mobilité pour préparer la phase d'efficacité, la phase pivot, qui devrait débuter en 2023. Alors ça on l'a déjà vu, donc je ne vais pas répéter. J'aimerais vous passer, si j'y arrive, j'espère que je vais y arriver, l'interview. J'espère que vous allez entendre aussi. Je voulais d'abord aborder avec vous la façon dont vous avez appris votre diagnostic. Alors, j'ai appris ça, j'avais 26 ans. Et mes parents m'ont envoyé voir un ophtalmo, naturellement. On a corrigé une petite myopie, si j'ose dire. Et quelques années plus tard, je suis retourné à Paris voir un ophtalmo. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a appris que je n'étais pas que myope. J'avais sans doute une rétinopathie ou une rétinite pigmentaire. Mais à un moment, je me suis quand même retrouvé sur les rails du métro. Et là, j'ai un médecin qui m'a dit, écoute, tu vas t'arrêter, je vais t'arrêter de bosser parce que tu vas te tuer. Ah,
Et voilà, et de ce jour-là, j'étais en vacances. Qu'est-ce que vous apporte cet essai clinique? Le premier sentiment, quand j'ai effectivement eu le système sur les yeux et la première fois que ça a fonctionné, et quand je dis la première fois, ça a fonctionné dès la première fois. C'est assez impressionnant. À un moment, j'ai souvenir, dans une des expériences qu'on a pu faire, où je me suis retrouvé dans la rue, à chercher les passages protégés. Et il s'avère quand même que j'ai trouvé les passages protégés alors que j'avais le device sur les yeux, et que je ne l'ai pas retrouvé quand on a refait l'essai juste après sans les lunettes. C'est assez impressionnant parce que ça a excité quelque chose dans l'œil. Je me suis dit non, je ne vois pas, c'est mon cerveau qui voit. Ça donne des images qui sont très très particulières. Quand je dis que je vois les choses scintiller, que la perception, c'est de la lumière qui vibre. Mais justement, qu'est-ce que vous envisagez quand vous allez avoir la possibilité d'utiliser les lunettes chez vous? Est-ce qu'il y a des moments, des circonstances où vous allez peut-être choisir plus de les utiliser? Oui. Alors j'ai une idée, c'est effectivement quand je fais la cuisine. À un moment, je réussis à trouver vous savez, la table à induction. Pourquoi? Parce qu'elle est noire sur un fond blanc. De continuer à m'exercer, de voir si ça progresse, de voir si entre guillemets, ça s'améliore. Et ensuite, de s'exercer pour s'approprier le système, en fait. Quand je mesure le résultat pour moi, et pour quelqu'un qui, comme moi, avait fait le deuil de sa vue, si j'ose dire, c'est quand même un truc assez extraordinaire, à un moment, de se dire, voilà, je revois. Voilà, c'est plein d'espoir. Donc, alors c'est vrai que c'est un seul patient, donc il faut rester prudent. Mais ça veut dire que ça marche, même si c'est sur un seul patient. Maintenant, il va falloir qu'on recueille plus de données, que les patients reviennent, qu'on ait plus de données, qu'on aille voir les autorités réglementaires pour avancer le plus vite possible au niveau du développement. Mais c'est vraiment une autre forme de vision que le patient décrit très très bien. Et c'est une vision des contours, en fait, des contrastes. Et c'est une vision différente d'une vision de sa vision précédente, bien entendu. Donc il faut s'entraîner, il faut qu'il se réadapte à cette nouvelle vision. Si vous êtes intéressé, il y a une retransmission d'un petit événement qu'on a fait qui est sur le site web de GenSight, où vous avez l'intervention donc de Bernard Gilly, de Botolanska et José Sahel sur l'optogénétique. Alors évidemment, je voudrais remercier tous les patients qui ont participé, puis nos équipes aussi d'investigateurs, study coordinateurs, etc. Par rapport à cette étude. Je vais vous dire deux mots sur le traitement pour la maladie mitochondriale, la neuropathie optique héréditaire de Leber, vraiment deux mots. C'est donc une thérapie génique. Donc là, il n'y a pas de device associé, juste une thérapie génique qui cible une mutation particulière sur le gène mitochondrial qui s'appelle ND4 et qui entraîne ce qu'on appelle la neuropathie optique héréditaire de Leber. C'est la forme en fait la plus fréquente. Ça représente 75% des neuropathies optiques héréditaires de Leber et c'est aussi la forme la plus grave. C'est des patients jeunes, 20-30 ans, qui vont perdre leur vision en moins d'un an, ils vont devenir aveugles. D'abord une baisse d'un œil, ensuite une baisse de l'autre œil. C'est très aigu, c'est terrible pour l'entourage et pour ces patients. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de traitement, il y a un traitement qui s'appelle Idebedone, mais qui a un effet relativement modeste. Et donc, il y a vraiment la possibilité d'avancer avec une thérapie génique, donc Lumivoq, qui vraiment cible cette mutation spécifique au niveau, alors à nouveau, hein, c'est l'ADN mitochondrial, c'est une maladie mitochondriale. Et donc, juste pour vous informer qu'un dossier d'enregistrement a été soumis au niveau des autorités européennes, donc on attend leur évaluation début d'année prochaine. Et on planifie pour soumettre aussi au niveau des autorités européennes l'année prochaine, puisqu'on a un petit peu décalé avec les autorités américaines qui ont demandé d'autres études.
Et juste pour vous dire, parce que c'est important de le signaler, quand on est dans cette phase vraiment de développement avancé et où le dossier est évalué par les autorités, mais il y a une espèce de vide où finalement on ne peut pas traiter les patients pendant cette évaluation, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle une autorisation temporaire d'utilisation. Et je pense qu'on peut se féliciter en France parce que ce système marche très bien en France. Et ainsi, le docteur Vignal, donc, qui s'occupe de ces patients, a pu traiter avec la thérapie génique déjà 18 patients. Il y a 7 Italiens également qui ont été traités. Et puis, on a des patients aux États-Unis qui ont pu être traités. Donc, hors essai clinique, parce qu'on attend l'évaluation par les autorités. Voilà. Et puis, ça, ce sont de toutes les équipes, les centres investigateurs. Et merci aux patients à nouveau. Voilà, si vous avez des questions, je serais ravi de vous y répondre. Alors, je sais pas qui a posé, je vois pas qui a posé. Ah, d'accord. En fait, la vision aujourd'hui, elle est noir et blanc. C'est une vision par contraste. Il n'y a pas de couleur. Il est possible que, alors si vous voulez, il y a deux choses qui évoluent en parallèle. C'est le développement des lunettes et, entre guillemets, des mathématiciens, des physiciens qui développent les lunettes, et la thérapie génique. Il est sûrement possible d'améliorer les lunettes, et en particulier l'algorithme des lunettes, pour améliorer le type de vision que pourrait percevoir le patient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à la version 2 des lunettes. C'est une vision qui est noir et blanc avec des contrastes. Peut-être que dans l'avenir, on pourra développer les lunettes afin que la perception visuelle s'améliore en termes, comme vous le dites, de couleurs ou d'autres éléments. Donc j'ai une autre question là. J'ai vu récemment, avec mon masque, j'ai vu récemment une publication d'une société américaine, Nanoscope, là, qui développe aussi une thérapie un peu de la même famille, on va dire, là, mais qui utilise apparemment des opsines différentes qui permettent d'avoir une réponse à une lumière d'un spectre plus large et de fonctionner en lumière ambiante sans nécessité de lunettes. Alors je ne sais pas si vous connaissez, comment vous vous placez par rapport à ça. Alors, on attend déjà la publication, parce que ça, c'était un press release, oui, un communiqué de presse. Un communiqué de presse, exactement. Ouais. Et alors, je sais que, alors Denise n'est peut-être pas là pour, ou Serge, je sais que ça avait été pensé initialement de développer d'autres protéines qui seraient sensibles à la lumière ambiante, mais ce n'était pas faisable en fait, et c'est pour ça qu'il a été choisi Crimson Air, qui est en fait stimulé avec une lumière orange, qui n'est pas toxique, qui est très bien tolérée, la lumière orange, puisque vous savez que la lumière bleue est réputée plus toxique pour la rétine. Donc spécifiquement, Crimson Air a été développé pour que ça soit stimulé par la lumière orange. À notre connaissance, compte tenu des travaux de recherche qui avaient été faits par l'Institut de Bâle, l'Institut de la Vision et GenSight, nous, on est arrivé à la conclusion que ce n'était pas faisable de faire ça. Maintenant, tant mieux. S'il y a d'autres choses qui se développent, moi je dis toujours, ce ne sont pas des concurrents. Tant mieux. Développons ensemble et essayons d'avoir un traitement pour les patients in fine. C'est le plus important. Donc la voyons. Technique, apparemment, avait l'air plus invasive aussi, parce que c'est une technique... là, vous dites en fait qu'on fait une injection dans le vitré directement pour le traitement génétique, la optogénétique. Oui. Ce que j'ai lu dans le communiqué de presse là, de Nanoscope, c'est qu'il faut une injection subrétinienne. Oui, c'est de la chirurgie, oui. La chirurgie sous OCT, enfin... Ouais. Ça paraissait plus compliqué, quoi. C'est plus compliqué qu'une injection intravitréenne qui est... une injection intravitréenne, c'est de la routine. Vous savez, avec la DMLA, les gens sont traités en routine avec... Et là, c'est pareil. Après, en fait, cette application... en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été faits jusqu'à présent avec des opsines naturelles, humaines éventuellement, qui pourraient permettre effectivement de marcher dans une gamme de luminance qui serait plus compatible
avec la gamme de luminance normale. Et en fait, ce qui se passe jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est que ces réponses, elles sont beaucoup plus lentes. Donc en fait, c'est vrai que c'est intéressant, mais il faudra vraiment aller jusqu'au patient pour savoir si finalement c'est pas trop lent. Et par exemple, ce que fait Denise, c'est essayer de réfléchir à essayer d'introduire aussi des nouveaux canaux ioniques différents avec les opsines. Et ça, c'est plus du coup côté photorécepteur. Et encore faut-il qu'il y ait des photorécepteurs. Là, on parle pour des patients où en fait, il n'y a plus du tout de photorécepteurs, mais en fait, il y a des étapes où il reste encore des photorécepteurs, mais ces photorécepteurs ne sont plus actifs, et on se dit, on peut peut-être les réactiver. Et par contre, toutes les stratégies où on a essayé de mettre des opsines comme ça dans les ganglionnaires, malheureusement, souvent, la dynamique des réponses n'était pas compatible avec de la vision, parce qu'en fait, on considère que pour avoir de la vision, il faut avoir quand même une dynamique rapide, parce que c'est comme quand vous regardez la télé, on vous présente des images, toutes les 30 millisecondes, on met une autre image. Et en fait, si on allait moins vite, si on vous mettait une image toutes les 200 millisecondes, vous verriez des photos qui défilent. Et du coup, on sait que pour la vision, il faut que ce soit quand même très rapide, et c'est justement pourquoi on avait choisi Crimson, c'est parce qu'elle a une dynamique rapide. Merci. Donc dans la même lignée, parce que la question porte aussi sur les opsines, j'avais lu il y a quelques années des gens qui travaillaient sur le design, le quantum design d'opsines pour essayer de trouver une solution optimisée. Est-ce que c'est irréaliste ou au contraire, est-ce qu'il faut essayer de pousser des scientifiques, des collègues scientifiques à faire du design d'opsines? Après, il y a eu effectivement des travaux où en fait, par exemple, Crimson, nous on utilise, GenSight utilise Crimson, on l'a beaucoup utilisé. On a fait ce choix de Crimson d'abord parce que c'est celle qui est le plus dans le rouge par rapport à la toxicité de la lumière, et en plus parce qu'elle a une dynamique très rapide et que du coup on peut avoir de la vraie vision. Et en fait, le problème, c'est que quand vous travaillez sur ces espèces de canaux ioniques qui sont sensibles à la lumière, si vous voulez augmenter la sensibilité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer en fait le temps d'ouverture du canal ionique. Mais si vous rallongez le temps d'ouverture du canal ionique, alors c'est vrai que ça va être beaucoup plus sensible, vos cellules vont répondre beaucoup plus facilement, et dans la mesure où vous allongez ce temps d'ouverture, eh bien il va rester tellement longtemps ouvert qu'il va se passer ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous allez être obligé de stimuler tous les 200 millisecondes, et ça va plus être de la vision, ça va être des photos qui arrivent comme ça. Donc en fait, si vous voulez avoir de la dynamique, parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est aussi quand vous marchez, vous voulez que du coup, il y ait un rafraîchissement des images qui soit assez rapide. Parce que si il faut attendre 1 seconde pour voir une autre image, ça veut dire qu'il ne faut pas aller trop vite, parce que sinon, vous risquez de tomber dans le trottoir. Donc c'est aussi ça l'idée. Et je pense qu'il y a un point très important à comprendre, c'est que les lunettes ne projettent pas une simple lumière orange. Ils projettent un algorithme qui est censé remplacer ce qui se passe au niveau de la rétine. Donc on a du mal à comprendre comment la lumière ambiante, avec seulement une thérapie génique, pourrait marcher. Si ça marche, tant mieux. Peut-être qu'il y a d'autres thérapies géniques. Mais aujourd'hui, le développement des lunettes est aussi important que la thérapie génique. Et d'ailleurs, c'est modulable. Comme disait monsieur, est-ce que cette personne va voir les couleurs? Peut-être qu'on va développer les lunettes de façon à ce que ça soit encore plus fin au niveau de l'algorithme et pour qu'il y ait des couleurs. Mais on a cette flexibilité avec les lunettes. Et comme le disait Serge, c'est extrêmement important que ce soit de la lumière qui soit très bien tolérée par la rétine et de la lumière en vrai. Une question aussi complémentaire. Quel est le champ visuel qu'on obtient avec ce type de... Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on est à... Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la transfection des cellules ganglionnaires, elle est plutôt périfovéolaire, donc elle est plutôt centrale. Et là, aujourd'hui, les lunettes, elles sont monoculaires et elles ont un champ de 15 degrés. Ce qu'on veut arriver à faire en phase 3, donc quand on sera vraiment dans une phase plus développée des lunettes, c'est d'avoir un champ visuel binoculaire de 30 degrés
avec une stimulation des deux yeux. Et pour ça, il faut développer les lunettes en parallèle. Après, le problème justement avec ce champ visuel qui est très restreint, c'est qu'il faut vraiment que le patient il regarde vraiment très droit, qu'il ait la capacité de garder son œil fixe pour voir en fait ce qui est projeté sur sa rétine. Parce que c'est un peu comme Pythium tout à l'heure, ce que je montrais, c'est qu'il y a un spot de lumière qui est projeté sur la rétine, et si en fait il ne regarde pas dans l'axe de la lunette, eh bien à ce moment-là, il ne va pas avoir les informations. Donc, et c'est là, et tout à l'heure, il y aura toute une discussion avec le docteur Jean-Jean sur la réhabilitation. Et là, il y a vraiment tout un questionnement justement sur cette réhabituation, apprendre à voir avec ses lunettes et avec cette stratégie. Parce qu'on apprend à l'inverse justement en étant pour le champ visuel se réduit, pendant le cas personnel, on apprend à aligner sans arrêt avec les yeux en connaissance. Je vous entends pas très bien. Là. Oui, j'ai entendu... Je dis comme ça, quand on perd le champ visuel, que le champ visuel se rétrécit, on apprend justement, si on ne le fait pas naturellement, à balayer sans arrêt comme ça, à droite, à gauche, en haut, en bas, pour compenser justement cette perte de champ. Alors, avec les lunettes actuelles, vous avez raison, il est obligé de balayer pour fixer dans la lumière. Ouais. Mais l'idée, c'est in fine d'arriver à un produit beaucoup plus fini dans la phase de développement plus avancée et d'avoir du binoculaire. Aujourd'hui, c'est une stimulation, d'abord c'est une injection d'une thérapie génique d'un œil et c'est une stimulation monoculaire. Donc on veut arriver à quelque chose de plus fonctionnel dans le développement. Alors, je reprends la parole, désolé. En lien, mais peut-être que c'est déjà le cas sur les lunettes, mais je me souviens d'une solution japonaise, alors je ne sais pas si c'était commercial, c'était une question de confidentialité, mais ils développaient une lunette, pas forcément pour l'optogénétique, mais qui était, l'idée c'était de projeter un laser qui scanne, et avec possibilité, il me semble, de prendre en compte le mouvement oculaire pour corriger le mouvement du laser, de manière à ce que du coup, il puisse ajuster l'image en fonction. Alors, c'est une très bonne remarque. On a ça sur la deuxième version de la lunette, ça s'appelle un eye tracker, enfin le terme anglais, et on l'a intégré sur notre version 2. Et c'est extrêmement important pour être sûr que le patient fixe bien, absolument. Oui. D'accord. Très bien. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être passer à la présentation suivante.